Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui, au premier coup d'œil, ne vous donneront pas forcément le sourire ce matin. Il y a bien sûr le terrorisme en Côte d'Ivoire qui fait la une du Figaro. L'islamisme frappe en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'horreur persistante en Syrie. Syrie, 5 ans de guerre civile, titre La Croix. Alors que des négociations cruciales s'ouvrent à Genève, Direct Matin a mis une photo impressionnante de Homs dévasté, anéanti à sa une, mais veut garder une once d'optimisme en se demandant enfin l'issue, point d'interrogation. L'autre sujet du jour est politique forcément et concerne la loi travail. Dans l'attente des derniers arbitrages du gouvernement, comme l'écrit aujourd'hui en France, l'opinion titre « L'impossible compromis ». François Hollande, écrit le quotidien, n'a plus le choix qu'entre deux solutions, reculer ou faire face à un mouvement social d'ampleur. Avant de trancher, son inclinaison ne le pousse pas à l'affrontement. Le Figaro nous annonce une nouvelle mouture déjà critiquée. Les Échos relaient, eux, l'inquiétude des PME qui craignent de voir disparaître les seules mesures qui leur étaient favorables. Et puis l'humanité s'agace. Allemagne, Italie, Espagne l'intoxent sur leur réforme du travail. Dans ces pays, la précarisation a fragilisé les économies et le sort des jeunes salariés, juge l'UMA. Autre illustration du dicton « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». C'est dans Direct Matin, là encore, qui dans un papier titré « Presque tous coupables » nous apprend qu'en Chine, écoutez bien, 99% des accusés sont condamnés. Vous imaginez ? 99%, ouais, Oh là là. tous coupables. En chiffres, ça donne 1 232 000 accusés condamnés l'an dernier, contre seulement 1039 personnes reconnues innocentes. Il vaut mieux éviter de tomber dans les filets de la justice chinoise. Marion Calais, 3-1 en région avec vous ce matin. Question d'abord dans la Provence. Le secret médical doit-il sauter 1 an après le crash de la Germanwings? Les experts du bureau Enquête et Analyse ont demandé une transparence totale sur les dossiers médicaux des pilotes en cas de troubles psychologiques. Voilà, faut-il faire sauter le secret médical? On se posera la question et on posera la question au docteur Kirzac tout à l'heure à 7h-5. L'entrée en scène de la ministre de la Culture, ça c'est dans Vaucluse Matin, au sujet des co-régies d'Orange dont le président a démissionné. C'est une adjointe au maire qui assure l'intérim, mais aujourd'hui, la ministre menace si le conseil d'administration ne désigne pas rapidement un nouveau président, les subventions seront coupées. De son côté, le Courrier de l'Ouest affirme avoir trouvé le plus grand fan de Ronaldo du côté de Bressuire. Il s'appelle Teddy, il a 17 ans et sa chambre est littéralement tapissée du mur au plafond de photos et d'articles de une sur la Star. D'être fan comme ça, c'est grotesque. Roger, il y a une petite photo. Vous savez qu'il y a une pétition sur Roger Federer, il faut la signer, on vous met le lien sur Twitter avec le hashtag un matin pour qu'il vienne dans la matinale d'Europe 1. Voilà, qu'on mette le lien tout de suite sur Twitter et signez-la, chers amis, faites-la signer à vos amis, vos grands-parents, vos ancêtres décédés. Il faut que tout le monde la signe, cette pétition. L'histoire du jour, Marion fait la une du Midi Libre, une histoire d'esclavage moderne, pas au bout du monde, non, mais chez nous. Oui, dans le Gard, près d'Alès, un homme d'aujourd'hui 72 ans qui pendant 30 ans a travaillé pour rien dans une ferme et même pire, en quelque sorte, il payait ses Thénardier puisqu'il détournait ses prestations sociales, il vidait ses comptes bancaires. Pendant 30 ans, donc, l'esclave a ainsi vécu dans une cabane de 4 mètres sur 3, sans chauffage, sans eau courante. À son arrivée en maison de retraite après un œdème pulmonaire, le personnel se souvient de l'arrivée de cet homme couvert de crasse qui avait avalé 3 plateaux repas à la suite. Aujourd'hui, il se remet lentement, dit n'avoir aucune colère. Au tribunal vendredi, son patron, lui, a dit lui avoir rendu service. Je lui ai fourni la famille qu'il n'a jamais eue. Si, il a osé. L'homme a été condamné tout de même à 18 mois de prison avec sursis. 18 mois pour 30 ans de 18 mois de calvaire. prison avec sursis, beaucoup, 1 000 € d'amende et il devra verser 185 000 € de dommages et intérêts à la victime. À lire donc dans le Midi Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. On repart aux États-Unis avec votre ami Donald Trump et l'histoire d'un salut nazi qui fait beaucoup de bruit là-bas. Oui, une photo prise à la sortie d'un meeting de Donald Trump à Chicago, un meeting annulé pour cause de manifestations contre le candidat républicain. Et le cliché montre une militante avec un t-shirt de soutien clairement à Donald Trump, une femme d'une 60aine d'années, visiblement en colère, au milieu de la foule qui l'oblige à partir, une femme qui fait clairement le salut nazi. Inutile de préciser, les amis, qu'à l'ère des téléphones portables et des réseaux sociaux, l'image a été diffusée, relayée un nombre incalculable de fois en quelques heures. Elle s'est même retrouvée sur le site du journal le Chicago Tribune. Et les internautes de s'interroger, qui est cette femme ?
Surprise, une première rumeur la présente comme une militante du camp d'en face, une supportrice de Bernie Sanders qui se serait déguisée et fait le salut pour semer la confusion. C'est faux, Ça, c'est évidemment. faux. C'est faux. D'accord. La vérité, elle est semble-t-il ailleurs. Le New York Times a retrouvé la vraie militante. Elle s'appelle Birgit Peterson. Elle a 69 ans, née en Allemagne, devenue américaine en 82. Elle se défend absolument d'être nazie. Elle dit même en avoir beaucoup souffert. Simplement, elle ne supporte pas que l'on compare Donald Trump à Adolf Hitler. Et elle raconte, j'ai demandé aux manifestants, est-ce que vous savez qui était vraiment Hitler ? J'ai voulu leur montrer qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et face à ceux qui lui faisaient le salut nazi, Birgit Peterson aurait répondu, vous ne savez pas ce que vous faites ? Elle aurait alors répliqué avec un vrai salut, on ne peut plus clair. Et bim, la photo. Voilà, c'est parole contre Pour leur parole. montrer Donc, comment on fait vraiment le salut nazi. Quoi. exactement. Elle a l'air plutôt sincère, cette dame. En tout cas, de ce que j'ai lu dans les interviews. En tout cas, elle était très en colère et le geste était totalement déplacé, on est d'accord. En tout cas, c'est le signe clairement d'une campagne de plus en plus tendue où chacun guette la moindre étincelle. Il y a du niveau là-bas aux États-Unis en ce moment. Axel de Tarlé, vous nous parlez des tribulations d'IKEA en Inde. IKEA se plie aux habitudes de la classe moyenne indienne, écrit le Figaro aujourd'hui. Exactement, puisque Ikea part en Inde, un pays d'1,2 milliard d'habitants, et Ikea va... Oui, j'ai un peu mal à la gorge, Mario Calais. Regarde Axel En avec des faisant gros le yeux. casting à la gorge, voilà. Alors je reviens à mon Ikea, qui vise la classe moyenne indienne. Le problème, c'est que la classe moyenne indienne, quand on a réussi en Inde, on a des domestiques. On a 2, 3, 4 domestiques. Et si on a des domestiques, c'est pas pour monter soi-même l'étagère Ikea. Mais les domestiques le feront. Et voilà, les domestiques le font. Le problème des Elle est un peu domestiques en indienne, Inde, ma Julie. bonne dame, le problème, c'est qu'ils savent pas toujours très bien lire. Et deuxième chose, ils sont pas du tout familiers avec Ikea, parce qu'ils n'ont pas du tout de meubles Ikea chez eux. Donc Ikea va être obligé d'embaucher des monteurs certifiés Ikea qui iront chez ces gens plutôt fortunés, Ouais. monter eux-mêmes les étagères Ikea. Mais vous voyez, tout ça, ça montre les habitudes locales et ô combien il faut en tenir compte. Par exemple, chez vous, vous mettez la machine à laver dans la salle de bain, probablement. Ouais. Oui, c'est souvent le son endroit. Ouais. Eh ben, il y a des habitudes. Par exemple, au Portugal, on met la machine à laver dans la cuisine, mais en Russie, on la met dans l'entrée, et en Inde, on la met dans le balcon, ce qui pose des tas de problèmes parce que du coup la machine à laver dehors, etc. Tout ça pour dire voilà que il faut tenir limite compte de des la habitudes. mondialisation, Et voilà, en il y a fait, qu'un hein. produit qui est le même partout, c'est le seul, c'est Coca-Cola. Sinon partout, même McDo, Et oui, en encore, France, il n'a ils pas font des exactement le même McBaguettes. goût partout, le Coca. Il n'a pas exactement C'est le même goût. Ah bon N'est-ce pas, Eva Rock? Oui, Voilà. c'est vrai. Bon, on va lui donner la parole parce qu'elle connaît les vrais sujets, Eva Rock, et notamment Eddie Mitchell, itinéraire, sur France 3 ce soir à 20h55. À toi, Eva. Chers sœurs, reprenez avec moi ce soir. Et oui, On a Claude laissé Moine, passer ça. alias Eddie Mitchell. Alors Eddie, c'est pour Eddie Constantine et Mitchell, c'est en hommage à Robert Mitchum. Ah oui. C'est une des choses que vous allez apprendre dans ce documentaire qui retrace plus de 50 ans de la vie de Mister Eddie. Et c'est toujours croustillant de découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui connaissent parfaitement la carrière du chanteur, les débuts d'un tel artiste. Alors il raconte notamment comment il a trouvé sa première maison de disques. On est en 1960 avec son groupe Les Chaussettes Noires. On a demandé à passer une audition dans une maison de disques. Et la chose qui était amusante pour l'époque, c'est que, ne connaissant rien du tout, en maison de disques, on avait pris le bottin. Et la première qui arrivait dans le bottin à l'époque, c'était Barclay. Enfin, c'est pas une pub, tant pis. Mais... Non, mais c'est un ordre Barclay, alphabétique, bah oui. c'était ça. Oui. Rien du tout. BBB, Barclay. Bon, allô, monsieur Barclay, bonjour. Et voilà, rocker, crooner, auteur, passionné de cinéma, acteur, tous les visages d'Eddie vont défiler, évidemment, avec quelques pépites, comme cette rencontre avec Philippe Manœuvre. On est dans les années 70. Hier, j'assistais à une répétition par hasard. J'étais un peu surpris parce que 19 musiciens, des pupitres, des partitions, chefs d'orchestre, des choristes. Il manque presque plus que les violons. Je pense que ça viendra. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le rock'n'roll des débuts? Bon, moi, je dis que j'en chante, mais je suis un chanteur, je chante pas que du rock'n'roll. J'annonce la couleur. Avec un intérêt particulier dans ce documentaire, vous allez comprendre combien il a, au cours de sa carrière, chanté la chanson française et la société américaine, comme dans son dernier album, avec cette sublime chanson en hommage à Martin Luther King. Quelque chose A a changé. Ah, c'est vrai, reprenez avec moi, il chante dans le Boogie Woogie. Ah oui, c'est fou ça, petite incroyable. faute. Bon, on le regardera quand même ce soir, Eddie Mitchell, itinéraire France 3, 20h55, rideau sur le kiosque.